synthétiser le propos qu'il y a eu entre les deux tables. Mais il y a quand même un groupe qui va être frustré puisqu'il n'a pas réalisé la question que je vais donner. Et donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, que ce groupe-là intervienne. Aussi indiquer des éléments peut-être ou soit souligner, soit au contraire critiquer ce qui a été dit. Et puis, je dirais qu'il y a aussi le fait que les deux autres groupes, peut-être que ce que je vais dire n'est pas tout à fait, ne reflète pas tout à fait exactement, voilà, on parlait de stabilité. Voilà, il y a toujours une source d'interprétation, donc bien sûr, vous pouvez compléter, commenter, etc. Et le troisième, c'est que à certains moments peut-être, j'essayais de replacer un peu de philosophie des sciences avec un regard de philosophe. La troisième question, qui est difficile, donc je la redis. Selon vous, comment peut-on prendre une décision en tenant compte de l'incertitude d'une situation? Alors, ce qui a été indiqué par les deux groupes, c'est que tout d'abord, c'est pas évident. Je garderai ça en premier. Pas évident la question, pas évident les réponses possibles. Qu'il faut se baser notamment sur les données de l'expérience, les données passées, que quand il y a de l'incertitude, il y a plusieurs hypothèses, et que la démarche scientifique cerne justement l'ampleur de l'incertitude. Est-ce que l'incertitude, elle est plus ou moins attestée? Dans la prise de décision également, il faut mettre en place un système de mesure, ça va me parler dates et d'évaluation. Le deuxième groupe a parlé notamment d'indicateurs de la string, voir quand il y a de l'expérimentation de certaines solutions, de voir si finalement ça marche ou ça marche pas, sur quels critères. Il fallait de la prudence finalement quand il y a de l'incertitude et surtout quand cette part d'incertitude est importante et qu'il faut prendre le temps. Et on a parlé, surtout avec le deuxième groupe, beaucoup de temporalité et du problème d'adéquation entre la temporalité électorale des élus politiques et la temporalité de l'expérimentation, souvent plus longue, et qui donc a besoin justement de cette temporalité-là. Et je pense que même si on n'a pas eu le temps de synthétiser sur ce dernier point, il y a l'importance de garder justement la finalité de l'expérimentation, de l'étude. Le but de l'étude, de l'expérimentation, c'est quand même de pouvoir derrière prendre un choix en s'appuyant sur ces données de l'étude. Si c'est déjà décidé, voilà, vous arrêtez, hein, mais si l'expérimentation, elle n'est réalisée que pour derrière faire de toute façon le choix qui a été décidé à la base, a priori, donc t'as pas grand-chose. Qu'il faut donc ne pas se précipiter, que c'est difficile aussi pour un élu politique, finalement, de dire « je ne sais pas » ou « non ». On ne peut pas prendre de décision pour le moment. Et que donc c'est difficile pour cette temporalité-là. Le premier groupe a indiqué, en tout cas certaines personnes ont indiqué, qu'il faut essayer de choisir la solution la moins pire. Et donc il y avait le débat de qu'est-ce que c'est la solution la moins pire. Donc il y avait le fait de se dire qu'il y avait cette valeur d'acceptation, ce concept d'acceptation sociale des solutions, qui était quand même important à prendre en compte. Qui avait aussi le fait qu'une solution doit être réversible, adaptable, notamment quand il y a de l'incertitude. Et c'est là où le deuxième groupe a critiqué un peu cette notion de réversibilité, finalement, parce que en prenant l'exemple de la métaphore de la médecine, quand on a un traitement, on n'est pas forcément tout à fait pareil derrière. Et donc, est-ce que vraiment on peut avoir des solutions qui sont totalement réversibles? C'était la grande question qui a été posée par ce groupe-là. Et quand même, on m'a indiqué que le questionnement, ça je le dirais pour terminer, on m'a indiqué que le questionnement et la question à la base étaient peut-être un peu, je reprends le terme, piqué, puisque tout dépend en fait du selon vous. Et le selon vous est à quelle échelle? À l'échelle individuelle, à l'échelle de mon identité quand je fais une recette de cuisine, à l'échelle de moi quand je prends une décision dans mon laboratoire de recherche si je suis chercheur ou chercheuse, ou alors à l'échelle d'une collectivité
Et c'est vrai que finalement, ce selon vous nécessiterait peut-être une précision, une détermination un peu plus effectivement fine. Ouais. Alors, je ne sais pas déjà si sur les deux groupes, il y a des personnes qui veulent rajouter des éléments par rapport à cette synthèse. Essayer d'être à la fois rapide et à la fois de dire un peu les différents éléments. Je ne sais pas. Hein, Ouais. Non, c'est sûr. ouais. Et alors, est-ce que le groupe qui n'a pas justement vécu cette interaction, vous voyez, vous avez pas mis saisi la métaphore sur la médecine par rapport à la relaxation. Je vais peut-être laisser la personne qui l'a faite. Oui. Pour te dire, c'est que on peut être guéri après un traitement, mais on peut même pas l'état de santé qu'on a dehors. Bon, merci pour la est-ce qu'il y a d'autres réactions déjà par rapport à ça ou été soulevé dans les débats tout à fait. Je ne vais pas revenir sur l'émotion de réversibilité, de prudence et temporalité. Je voudrais juste revenir sur un point que je trouve important, c'est la différence finalement entre ce terme-là, incertitude, qui finalement, et ça a été relevé, je pense, par les deux groupes, est un peu consubstantiel à notre vie de tous les jours, à la prise de décision, qu'elle soit à l'échelle individuelle ou qu'elle soit à l'échelle collective. Mais il y a aussi autre chose, un autre concept qui est important et qui est aussi essentiel à notre vie de tous les jours, c'est la notion de risque. Et risque et incertitude, finalement, c'est pas tout à fait pareil. Puisque dans le concept d'incertitude, on n'a pas, par rapport à différents scénarios futurs, de probabilité d'apparition d'un danger. On n'a pas cette probabilité-là. On sait qu'il y a un danger, mais on n'a pas forcément la probabilité d'apparition de ces dangers. Et donc, on n'a pas cette distribution de probabilité entre différents scénarios. Alors que dans le risque, on clarifie cette probabilité. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que dans une situation donnée, on n'a pas à la fois de la certitude sur certains points et à la fois du risque sur d'autres points. Incertitude et risque, finalement, c'est ce que on disait un peu, sont consubstantiels à la vie à la fois individuelle et à la vie collective. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut clarifier à quel moment on est dans le risque et à quel moment on est dans la certitude. Parce que, et on le voit bien, on le perçoit bien, ce n'est pas pareil de prendre une décision en situation d'incertitude pour une décision en situation de risque. Puisque dans les situations de risque, on a cette distribution des probabilités au niveau des scénarios. Et dans tous les sujets que l'on peut aborder autour de la recherche scientifique, que ce soit la perte de biodiversité, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la pollution atmosphérique, on va avoir des situations, des points précis, des thèmes précis où on aura plus du risque, et d'autres thèmes où on aura beaucoup plus, finalement, de l'incertitude. Et c'est cette différence-là qui est importante à prendre en compte, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle collective, et encore plus à l'échelle collective, bien sûr, puisque finalement, ça va entraîner derrière des choix qui nous ont réversés, qui vont impacter la vie aussi. Ouais, je voudrais juste je trouve qu'on ne l'a pas forcément abordé, c'est pour ça que je faisais ce point sur ce qui n'avait pas été abordé, entre incertitude et risque. Après, je ne sais pas si ça fait rebondir ici, c'est un peu critiqué ou... Je vous permets juste une seconde. Je pense que les débats autour des tables auraient été totalement différents si vous aviez utilisé le second terme. Tout à fait, je pense aussi. Ouais. Et on a voulu mettre la certitude. On n'a pas du tout parlé de risque dans notre table, sauf erreur de ma part. Et donc, la semaine prochaine, il y a énormément endroit, on repart sur le risque. Cette fois-ci. Voilà, il faudra faire un autre atelier. Parce qu'il y avait plus ce socle commun-là qui était passé d'une génération à l'autre. On a, dans ce cadre-là, évoqué le temps qui allait beaucoup plus vite, comme tu l'as évoqué, les différences de génération et d'éducation, de méthode d'éducation qui ont un peu mis un fossé entre les générations, et les réseaux sociaux qui amenaient
un flou total dans la société. Et finalement, le chercheur, lui, puisqu'après on est revenu, quelle est la place du doute dans la recherche scientifique, en fait, le doute amène une méthode de travail. Et est-ce que finalement, cette démarche-là est honnête ou est-ce qu'elle est biaisée? Et dans le second groupe, on est reparti un petit peu de cette réflexion-là. Et on m'a posé la question, finalement, si on remplaçait doute par business, quelle est la place du business dans la recherche scientifique? Et c'est là, je pense que est-ce qu'il doute du chercheur qui doute? Est-ce qu'il peut douter de sa posture, en fait, dans sa démarche scientifique? Il y a le mot business. Je ne sais pas sur les scientifiques, que sur les... Si poser la question de est-ce qu'on nous donne, c'est le chemin finalement, le chemin, le doute, on travaille pour trouver quelque chose, mais si on nous dit directement il faut trouver ça. Donc finalement le doute il est biaisé parce qu'on nous donne déjà, on donne déjà au chercheur le résultat qu'il doit valider. Donc finalement c'était est-ce que le chercheur il est là pour trouver quelque chose qui lui a été défini avant, est-ce qu'il est dans un processus de validation? Ou est-ce qu'il a le droit de douter et de chercher jusqu'à épuiser le sujet du doute? Voilà. Et pour tout ça, il faut des financements, il faut des budgets. Donc, d'où vient l'argent et d'où vient et quelle est la liberté du chercheur à douter? Jusqu'où il peut douter? Justement, on avait parlé du poids administratif qui pesait sur les chercheurs, la pression aussi médiatique et le fait que dès qu'il y avait deux chercheurs qui n'avaient pas eu la même méthode de recherche, donc qui n'étaient pas forcément d'accord sur, enfin, qui n'avaient pas la même, qui n'avaient pas trouvé la même chose, les médias allaient appuyer sur le doute et que finalement, du doute créait la polémique. Voilà. Et que, en fait, ce qui est le moteur fondamental de la recherche était repris par les médias pour finalement créer la polémique et non plus, présenter ce phénomène de doute comme normal dans la science. Il y avait aussi des choses qui étaient intéressantes au niveau où tu parlais des sciences avec un S. Donc là, dans le deuxième groupe, on a parlé de la différence entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les sciences sociales dites molles et les sciences dures. Voilà, donc il y avait aussi ces différentes notions du doute qui se diluent en fonction de l'objet qu'elle va remettre en cause. C'était très riche, c'est vraiment voilà, difficile d'aller de vous restituer tout ça, mais Et donc sur le groupe qui n'a pas fait la question, Oui, ouais, oui moi je... Plein de choses à dire. J'ai été un peu surpris de ces termes-là. Enfin, bon, j'ai été encore un peu confronté moi, à la recherche scientifique. Et j'avoue qu'on choisit un sujet parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui ne cadre pas avec la théorie antérieure ou quoi, et on se met dedans et on cherche. On comprendra, hein, mais on fait toute la journée, on fait des petites mesures dans son coin. Moi c'était géologue, je passais mon nuit sur des dalles de calcaire dans l'arrière-pays. Vous vous demandez bien à quoi ça servait. Alors peut-être qu'il y a ce doute à ce niveau-là, mais il n'y a pas un doute sur le thème de la recherche, et non plus on ne sait pas où on va. On connaît des méthodes, on mesure, on analyse, on a des modèles physiques et on avance comme ça et on ne connaît pas bien sûr le résultat. Le doute, ici, juste pas pour mettre ce mot doute, moi je ne l'aurais pas mis. Hein. Mais le doute, si vous voulez, moi je me rappelle de cette époque-là, c'est que on se demande son utilité dans la société. Qu'est-ce que je fais? Je mesure des femmes toute la journée sur les dalles de calcaire du Languedoc, et à quoi ça sert ça? On te paye pour ça, tu fais rien. Peut-être à ce niveau-là j'avais un doute, il y a peut-être un doute un peu existentiel à venir. Mais au niveau scientifique, il n'y a aucun doute. Je savais personnellement qu'on ne savait pas où aller. Et au bout du compte, ben, on trouve
On trouve un modèle, on trouve des choses qu'on exprime, que les scientifiques écoutent, mais sûrement pas, l'éthique n'est pas le moteur, enfin pour moi, de la recherche scientifique. C'est ça, c'est ce que vous avez évoqué à la fin aussi, c'est la démarche de questionnement. C'était Le questionnement, là, je suis pour à fond. Se questionner, c'est douter. Je crois qu'il faut faire une différence, parce que dans ce que j'ai entendu, il y a des choses qui m'ont fait siffler un peu les oreilles. Je crois qu'il faut faire une différence entre le travail du chercheur, de la chercheuse au quotidien, et la question qui est apparue relativement récemment, liée à la libéralisation de la société, des financements de la recherche. Tant que la recherche est, je veux dire, supportée au sens financier du terme par l'État, le chercheur, c'est quelqu'un qui va tous les jours en labo, qui cherche, et il a des doutes scientifiques, un doute et des doutes, mais il ne se préoccupe pas de savoir comment c'est payé, la recherche, et du coup, il a une grande liberté. Le jour où on a commencé à dire on n'a plus assez d'argent public pour financer la recherche, et donc il va falloir aller trouver des fondations, de la recherche, de l'argent ailleurs, il est évident qu'il y a eu des commandes. Et donc il faut faire la part de ces deux choses qui sont à mon avis différentes. La vie du chercheur, s'il en existe encore dans le domaine public, et il y en a évidemment, le CNRS est en jeu en ce moment et d'autres grandes institutions, et la question de la libéralisation qui est liée à la libéralisation de la société, où est-ce qu'on trouve l'argent et quelle est la couleur de l'argent, pour pas dire l'odeur. Mais... Ouais, je pense que c'est exactement ce que vous nommez, c'était ce qui On en a parlé. Hein. Oui. Voilà, j'ai craint à un certain moment, excusez-moi d'être intervenu, j'ai craint à un certain moment qu'il y ait soit pas clair, quoi. Oui, mais effectivement, il y avait cette notion qu'avant, un chercheur était financé par l'argent public et qu'il y avait une privatisation aujourd'hui et de la commande, comme vous dites. Il y a une commande et non plus... finalement, c'est plus le doute qui est moteur, c'est la commande. Et est-ce que derrière ça, il y avait aussi du coup l'intention finalement de la recherche qui était discutée, parce que tant que c'est financé collectivement pour un intérêt collectif, c'est peut-être pas en effet la même chose que commande qui pourrait être passée si on part sur ce financement. Après, pour complexifier un petit peu le débat, il ne faut pas non plus idéaliser la commande publique. Même quand le financement était 100% public, des orientations de la recherche, il y en a toujours eu. Et du coup, il y a toujours eu des crédits qui étaient orientés davantage sur certains développements que sur d'autres. Voilà. Mais alors, ça pose finalement en question l'origine, enfin, liée au financement, ça pose la question, à mon sens, du coup, du cadre, à un moment donné, de vigilance ou d'accompagnement ou de l'intérêt finalement des démarches de recherche ou des travaux de recherche. Est-ce que c'était ça aussi qui a animé les débats? On a parlé aussi de concurrence. La concurrence. À partir du moment où c'est financé non plus par les données publiques, mais par le privé, il existe une concurrence qui fait que je prends le temps de douter assez. Sur la question de la concurrence, de la même manière, il y a une concurrence entre les États. Sur la question énergétique, par exemple, l'argent public qu'on a mis dans telle filière ou dans telle filière, enfin par exemple, hein, mais bon, ça complexifie. Mais pour revenir sur le doute, peut-être. L'indépendance du savant ou du chercheur vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis des industriels et des entreprises, bien sûr que il n'y a pas d'indépendance pure du chercheur ou de la chercheuse. C'est par contre là où j'entends sur le financement public et l'importance du financement public, c'est que ça permet de faire des recherches sur les escargots et la reproduction des escargots, que peut-être un industriel ne s'intéresserait pas énormément, peut-être plutôt sur le cosmétique, parce que c'est ça. Pour faire des crèmes. Mais bon, voilà, c'est pas les mêmes types de recherches. Il faut voir que, c'est pour ça que j'ai m'intéresse à doute, c'est qu'il y a des types de doutes. Il y a plein de types de doutes et il y en aurait, et monsieur, vous le disiez, avec le doute existentiel, qui est encore un autre type de doute. Mais je vais partir sur deux types de doutes que j'essaie de percevoir dans ce qui est indiqué. Un premier qui est de l'ordre plutôt finalement de la méfiance, le doute, vu comme
comme je suis méfiant de ce qui a avancé, de cet argument, etc. Et ce doute-là, je le trouve plutôt sain, puisque c'est un doute qui va vers la connaissance, qui est là pour justement, et c'est le doute scientifique, hein. C'est je te pose une question par rapport à un sujet, j'ai une problématique, j'émets des hypothèses, et finalement, je suis méfiant même de moi-même. Hein, Gaston Bachelard disait bien qu'il fallait se méfier, en tant que dans l'esprit scientifique, de ses propres a priori, de ses propres préjugés quand on fait de la recherche scientifique, de la construction de connaissances. Donc ça, ce doute-là, il est plutôt ça. Et après, il y a un autre doute qui se développe de plus en plus, je trouve, et ça a été indiqué par les réseaux sociaux, par les théories complotistes qui finalement perdurent dans la société, c'est le doute de la défiance. Et la défiance, c'est pas pareil que la méfiance. La défiance est vraiment plutôt sur un rejet. Je rejette. Et donc, je ne suis pas forcément sur la connaissance, c'est même un doute un peu antinomique, puisque ça veut dire que j'ai déjà moi-même mon idée sur le sujet. Par exemple, pour donner une anecdote très concrète, il y a un super reportage, vraiment je conseille à tout le monde de le regarder, c'est La Fabrique de l'ignorance, qui est super, alors, je ne sais pas si c'est disponible encore sur Arte, mais ça doit être sur YouTube. Et dans ce reportage-là, on entend Philip Morris, donc un industriel du tabac. Et qu'est-ce que dit Philip Morris? Il dit la science, c'est le doute. Donc lui aussi, il dit ça. Mais lui, il a les intérêts économiques derrière. Parce que l'objectif, c'est bien sûr non pas de montrer que le tabac n'entraîne pas le cancer, mais plutôt de dire que tout entraîne le cancer. Et que finalement, que vous fumiez du tabac, vous buviez de l'eau, vous respiriez, ça va vous entraîner un cancer. Donc ça, c'est typiquement comment utiliser le doute, justement, et pas forcément le doute scientifique en tant que tel, ce doute de méfiance vis-à-vis de l'argument scientifique. Donc, c'est-à-dire de dire, je recherche cette construction de connaissances, mais plus ce rejet, finalement. Et c'est ça qu'on entend dans les discours beaucoup, c'est ce rejet même du scientifique en tant que tel, dans sa place dans la société. Et c'est là où ça peut être dangereux, et là j'entends tout à fait la libéralisation de la recherche, et pour être assez militant sur le sujet, si on n'a pas même s'il y a une dépendance vis-à-vis de l'État, des pouvoirs politiques, etc., s'il y a une dépendance vis-à-vis du privé, des industriels qui, eux, ont une orientation économique claire et nette, ben, ça peut avoir des biais très importants. On l'a vu aux États-Unis avec les industriels du tabac. On pourrait, et on peut le voir en France, même en France, à l'heure actuelle, sur certains sujets de recherche. Donc c'est pour ça que, voilà, ce doute-là, je dirais, il ne faut pas confondre tous les doutes. Et il faut plus, finalement, être dans un doute de méfiance, je dirais, de construction de connaissances. Et après, j'entendais parler de méthode, et donc de se questionner sur la méthode. Ça, c'est très intéressant, parce que quand on est chercheur, finalement, c'est ce que l'on fait. On va regarder un article scientifique dans une revue, on va regarder la méthode. Il y a même une partie matériel et méthode qui permet de regarder ça. Et on va essayer soit de le reproduire pour voir si on obtient les mêmes résultats. C'est tout le côté de réplication de la recherche. Mais également, on va se questionner sur si la méthode n'est pas correcte par rapport à des critères scientifiques, est-ce que les résultats sont pas biaisés et est-ce que l'interprétation, elle n'est pas biaisée également. Donc, ce questionnement-là, il est présent dans la recherche scientifique et il est important sur ce côté de méthode. Effectivement, ça, c'est un point. Et je rajouterais sur cette question de la méthode que c'est ce qui différencie la question de la science. Il y a la méthodologie scientifique et après la validation par les pairs aussi. Quand on produit quelque chose, c'est discuté, c'est mis en discussion des pairs, c'est-à-dire des autres scientifiques. Et ça définit un processus dans la production de ce qui est un fait scientifique, jusqu'à ce qu'il soit éventuellement prouvé qu'il était inexact, parce que à l'époque, souvent c'est ça, on progresse dans les méthodologies de recherche aussi. Et c'est ça qui rapproche les sciences sociales, dites molles très injustement, des sciences dures. C'est-à-dire que dans les sciences sociales aussi, il y a des méthodes, et qui permet d'arriver à des résultats, et qui différencient un résultat scientifique d'une opinion, comme j'ai pu entendre dire. Et voilà, et ça peut être largement documenté, ça l'est largement documenté, voilà, où il faut bien faire la part des choses entre un essayiste qui va donner une opinion, la défendre, l'argumenter, et un scientifique
même s'il est sociologue, anthropologue, philosophe, qui va faire une démonstration scientifique à la base d'une méthode sur la pensée également. Et je pense que on n'a pas peut-être vu, mais on fait quand même une habile transition vers la question que vous avez traitée aussi sur la fiabilité, finalement. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. Bon. Jonathan, que j'ai amené avec les autres, on avait la question, selon vous, comment savoir si une source est fiable? On a essayé de décomposer un peu cette question entre comment savoir quelles sont les sources et qu'est-ce que la fiabilité. Donc, comme ça m'a été suggéré, je vais le prendre un peu à l'envers et commencer justement sur cette question de la fiabilité. Donc on a essayé de définir qu'est-ce que c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose auquel je crois. Il y a eu la notion de croyance et justement là la différence est de fait, nous, justement, si c'est fiable, c'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la vérité et du caractère démontré. Donc assez rapidement, la question de la fiabilité a été associée à la question scientifique, de la démarche scientifique, avec l'idée, donc on a parlé... on a évoqué plein de choses que vous avez déjà dit, donc je ne vais pas approfondir sur le fait que une démarche scientifique s'appuie sur des comités de relecture, des publications, des revues scientifiques, une validation, une approbation par la communauté scientifique qui permet de distinguer quelque chose de fiable et de non fiable. Et on a aussi parlé de la question de la neutralité des chercheurs, et là ça a été déjà pas mal débattu sur la question, effectivement, y a-t-il des groupes de pression, des intérêts particuliers derrière ces recherches. Ça, c'était pour la question de la fiabilité. Après, sur la question de comment je juge la source, donc la source, c'est d'où provient l'information, qui émet cette information, où je trouve cette information. Alors, sur la question de juger de la source, de la fiabilité de la ressource, on s'est posé la question de est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est un jugement est très personnel? Il y a quand même cette question de la validation scientifique, mais on a souligné le fait qu'effectivement, on avait tous des sources d'informations différentes et qu'elles pouvaient, qu'il y avait aussi la question, alors j'essaie de retrouver en même temps, qu'on a tendance à considérer comme fiables les sources qui vont dire ce qu'ils pensent déjà. Donc ça a été souligné. Je trouvais ça... c'est aussi la logique des algorithmes sur les réseaux sociaux qui vont créer des boucles de confirmation des choses qu'on pense déjà et qu'il faut rabâcher. Voilà. Sur la question de la source, il a été dit aussi qu'une source initialement fiable, une information fiable... une source fiable ne donne pas forcément lieu à une information fiable. Elle peut être détournée, les chiffres peuvent être détournés à des fins déformées, pour servir d'autres intérêts, mais voilà, même si la source est fiable, peut-être que son utilisation peut ne pas l'être. Et après, on essaie de distinguer un petit peu les différentes sources, qu'est-ce qu'on identifie comme des sources d'information. Donc, on a eu les médias, donc, qui rassemblaient à la fois les livres, la télévision, la presse écrite, la radio, aussi tous les réseaux sociaux. Des lieux d'information aussi, que vous avez évoqué ici, comme un lieu d'information avec des sources fiables, des événements, et puis des personnes. Une source, ça peut être une personne aussi, et du coup, on se posait la question de qui me parle, de qui on parle, est-ce que cette personne a une légitimité un peu naturelle vis-à-vis de moi parce que je la connais, parce que c'est une personne avec une autorité, ou etc. Voilà pour les sources. Et du coup, sur comment on essaie maintenant pour essayer de déterminer... sur les sources, j'ai oublié de préciser un fait important qui a été noté plusieurs fois, le fait qu'on est aussi noyé sur les sources d'information qui en existent de plus en plus, qu'on a du mal à distinguer, même si ça a été produit, c'était plutôt pour les réseaux sociaux, ce qui a été produit par de l'humain, un vrai humain derrière, parce qu'on peut avoir un interlocuteur falsifier cette source, ou est-ce que ça peut être aussi des intelligences artificielles? Et du coup, ça peut aussi générer du doute permanent, mais du doute pas de la trust, là, le doute de la défiance, de toute façon, il peut plus croire rien. Et puis, inversement, on a noté qu'il y avait aussi des gens qui avaient des sources d'informations uniques. Par exemple, une seule chaîne de télé. Et du coup, là, on était plus sûr dans la stimulation et plutôt dans l'intoxication. C'est il qui a été fait aussi. Ok. Et on a dit aussi on peut avoir des sources fiables et faire de mauvaises décisions. Mais après, on n'était pas sur cette question-là. Comment Et du coup, comment, alors un peu le vadémécum de comment j'essaye avec tout ce bagage-là de distinguer si la source est fiable ou pas.
on recoupe l'information plusieurs fois et diversifie les sources d'information, les supports d'information. On met en doute, et donc dans le doute raisonnable, l'information qui nous arrive. Et quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est oui, mais il faut avoir du temps pour faire ça. Avoir du temps, alors, parce que à la fois, la personne qui reçoit l'information a besoin de temps pour avoir un peu cette méthode, cette rigueur, ce discernement d'analyse de la source qui lui arrive. Et en même temps, même l'information, pour être produite et pour être avérée, donc pour être fiable, nécessite du temps aussi. C'est le temps de la recherche, le temps du consensus scientifique, qui peuvent, du coup, des fois, on revient aussi sur la temporalité, être un décalage. On a parlé du fait d'avoir soi-même une culture scientifique. Donc, on a parlé également de la question de l'éducation, de comment on était formé, comment on développait l'esprit critique dans l'éducation. La naturalité des mêmes de vue. Et après, de façon plus pratique, on s'est dit, bon, et si on doit des sortir, maintenant, on a une routine pour savoir comment savoir si une source est fiable. On sort d'un avion, on croise quelqu'un, on lui dit, voilà, il faut faire ça. Alors, il y avait des conseils. Il faut éteindre la télé, il faut ouvrir un livre, il faut se connaître. Il y a des mauvaises choses, il y a des livres aussi. Y a-t-il un intérêt derrière potentiel? À qui profite ce crime si je déconstruis cette information? Et puis, si c'est une personne qui veut discuter avec la source, si c'est une information qui nous arrive par un réseau social, discuter quand même avec d'autres gens, discuter avec de vrais humains, mettre en dialogue en fait cette information pour justement confronter les points de vue. Et puis, après, on s'est dit, voilà, il nous a été proposé, monsieur, trois questions. Il faudrait être capable d'avoir cette même information sur 3 sources différentes, sur Internet ou sur un réseau social, sur un support papier, dans un livre ou la presse écrite, et qu'elle soit confirmée par un non-set. Voilà. Ou alors, venez, c'est samedi matin. C'est un obstacle pour Oui. C'est quoi qu'une source en réalité? Est-ce qu'on peut vraiment persuader quelqu'un qui doute? Est-ce que le doute fait pas partie de sa personnalité? Et ce que je veux dire, c'est rentrer dans sa personne, ça douter. Et même scientifiquement, est-ce qu'on peut persuader quelqu'un qui doute? Par exemple, je pense, ça va peut-être dans la science, est-ce qu'on peut persuader quelqu'un qui doute sur les vaccins? Par exemple, sur l'efficacité des vaccins qui a été prouvée scientifiquement. Et de plus en plus, on remarque dans la société que les gens doutent de ces vaccins. Et justement. Mais alors, est-ce que je peux répondre sur ça parce que c'était l'objet d'un séminaire dans mon laboratoire de philosophie très très long et la question est loin d'être simple. Mais par contre, je dirais que déjà, premièrement, on ne doute pas. C'est impossible. C'est impossible de douter. Parce qu'en fait, forcément, on a à un moment donné des croyances qui nous constituent et sur lesquelles on se base pour mener sa vie. Oui. Sinon, en fait, on resterait dans son lit comme ça, on bougerait plus, on se dirait, de toute façon, je ne sais pas quoi c'est. Voilà. Pas de Donc, à un moment donné, on a tous des croyances fortes, ça c'est clair, à l'échelle individuelle, qui font que ces croyances fortes nous amènent à se mouvoir, s'animer et prendre des décisions pour la vie de tous les jours. Ça, c'est un premier point. Après, sur le second point, par exemple, sur les vaccins, sur les personnes qui croient que la Terre est plate, sur plein de choses comme ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des personnes qui sont dans le deuxième type de doute, c'est-à-dire de la défiance. Mais finalement, c'est pas un vrai doute, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un doute où on rejette l'argument scientifique, mais parce que derrière, dans la tête, on a d'autres arguments. Et très souvent, ces personnes-là vont avoir, de manière générale, d'autres arguments à fournir. Typiquement, ça va être moi j'ai entendu ça, et je pense que c'est ça. Ou j'ai cette croyance-là, sans dire que c'est une croyance, et ça devient une certitude. Et donc, en fait, je dirais que c'est pas le vrai doute de la recherche scientifique, c'est le doute de méfiance, où pour le coup, là, toutes les cartes sont possibles. C'est finalement un doute où on a déjà rejeté des cartes et on n'a gardé que certaines cartes. Voilà, finalement, il n'y a plus de doute. C'est une espèce de doute qui s'annule lui-même. Et ça, pour le coup, c'est ce qui est le plus, finalement, compliqué.
Et alors là, dans votre question, il y avait par rapport à ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Là, la réponse, je n'en ai pas. Parce que c'est difficile, parce que même sur les fiabilités de sources, ce dont on discute, etc., quand on a de l'incertitude dans une recherche, quand on a le je ne sais pas, effectivement, c'est important de le montrer, c'est important de le valoriser, mais c'est souvent ce point d'appui qui fait que on bâtit derrière d'autres arguments. En disant, évidemment, le scientifique, lui, il ne sait pas. Donc, moi, je peux savoir. Et c'est là où on a, je dirais, deux attitudes. Je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié. Mais c'est finalement un relativisme radical de dire que tout se vaut et que finalement, il n'y a rien, il n'y a aucune connaissance qui ne vaut plus qu'une autre. Voilà. Ça, c'est le relativisme radical. C'est une position que l'on peut avoir dans la société. Et après, il y a l'autre, qui est l'autre côté. Et toutes les deux, selon moi, sont des mauvais choix. Alors là, on pourra en discuter. Le problème, c'est que je n'ai peut-être pas le temps de discuter. C'est le scientisme. C'est de dire que seule la science peut produire des connaissances vraies. Et on voit bien, et là, c'est justement ce qui a été indiqué un peu dans l'espace de nos trois groupes, c'est que c'est plus compliqué que ça, et que les connaissances, bien sûr, sont produites par la science, par la recherche scientifique, même d'ailleurs sur le plus précis. C'est la recherche scientifique qui produit ces connaissances-là, que ces connaissances-là, il y a des méthodes et il y a des critères qui permettent de qualifier le niveau de robustesse, finalement, d'une connaissance. Donc, que les connaissances qui sont construites par la recherche scientifique sont robustes, mais que c'est pas pour ça que les connaissances situées, les connaissances localisées par rapport à certains sujets, notamment sur les sujets environnementaux, ne sont pas aussi importants à prendre en compte dans des contextes d'incertitude. Parce que dans un contexte d'incertitude, on n'a pas cette variation de la probabilité, on n'a pas des niveaux de risque finalement, c'est important aussi d'avoir ces connaissances situées, ces connaissances qui permettent d'avoir des points d'appui pour après potentiellement mener de la recherche scientifique. Et donc, c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est en fait les deux, mais c'est aussi de se dire que l'expert scientifique est important dans la prise de décision publique, parce que c'est sa méthodologie et la méthodologie de l'évaluation par repère, de l'intersubjectivité qui construit l'objectivité, finalement, ça, c'est un socle qui est hyper important pour s'appuyer, pour derrière pouvoir prendre les initiatives. Donc c'est pour ça que, voilà, entre ces deux attitudes, celui qui serait en disant, mais de toute façon, il n'y a que la science qui produit du vrai, et celui qui serait, de toute façon, fait connaissance de vanne, il faudrait essayer d'avoir une attitude du milieu. Et ça serait l'attitude la plus, selon moi, la plus juste et pertinente, notamment dans des contextes d'incertitude. Dans l'histoire des sciences, on a ce type d'attitude. Si vous regardez l'inoculation, c'est super. L'inoculation, ça a été fait donc par d'ailleurs une femme qui s'appelle Marie de Montaigu, et qui en Angleterre a inoculé ses enfants avec du cul de la variole. C'est des maladies qu'il valait mieux pas avoir dans certaines époques, parce qu'il y a quasiment une chance pour de mourir. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de justement l'efficacité. Finalement, on faisait ça de manière très empirique, en inoculant, mais sans avoir de risque. Puisque là, on se disait, et là, il y a des mathématiciens qui sont plongés là-dedans. Et certains mathématiciens, ça a été des grands débats, notamment au moment des philosophes des Lumières, avec D'Alembert, Diderot, etc., de dire comment on peut quantifier, en fait, finalement, ce risque-là. Et ce pourcentage, ce fameux pourcentage. Oui. Et c'est là où les mathématiques ont plongé. Mais des personnes n'étaient pas d'accord. D'Alembert, le premier. Parce que D'Alembert disait, oui, mais là, on fait une science froide. Parce que là, ce sont des chiffres, mais derrière, c'est des individus. Et dire qu'il y a 2% de probabilité de mourir avec votre inoculation,
ça veut dire que l'individu il peut en mourir finalement. Et donc c'est là où il y a eu tous ces débats. Mais si vous regardez la crise fossile, c'est exactement les mêmes débats. C'est ça c'est pour ça que c'était pour les historiens des sciences très intéressant, parce que on voyait se réactiver finalement les mêmes débats et les mêmes prises de position et les mêmes attitudes. Et c'est pour ça que la crise Covid, c'est poil dans le sujet, c'est une situation d'incertitude. On va essayer de quantifier les risques et derrière de trouver et de prendre des décisions qui semblaient être les plus pertinentes pour nous. C'est passionnant tout ce qu'on se dit. Parce qu'il y a plein de fils qu'on pourrait tirer. Mais je me demande, en vous écoutant et en écoutant la qualité des échanges, si finalement aussi la question, c'est pas la question de nous individus dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde, dans les peuples, dans la culture commune, dans les craintes qu'on peut avoir, et finalement sur les points d'appui qui étaient évoqués pour une prise de décision. C'est une histoire finalement sans fin qui est liée à l'histoire de l'humanité finalement, quoi. Et c'est pour moi l'objet, c'est un peu ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire c'est comment nous faisons culture commune autour de ça et pour essayer de définir le point d'équilibre qui va être le chemin commun, quoi, en fait. Et bon, il y a plein de choses qui ont été dites, donc je vais pas toutes les dérouler, mais moi ça m'a fait vachement réfléchir en vous écoutant, ça m'a plongé en plus aussi dans plein d'histoires personnelles liées à la ville. Mais je voulais juste souligner quand même quelques éléments. C'était le rapport au temps, ça a été évoqué, notamment dans la relation aux élus. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent venu, en tout cas moi je prends plaisir à chaque fois à l'évoquer parce qu'il me semble essentiel. C'est nous resituer aussi dans notre histoire commune. C'est nous, dans l'histoire de l'humanité, dans la relation aux vivants, les enjeux dont on parle, scientifiquement, collectivement ici, c'est ne pas oublier que nous faisons partie d'un tout et que nous faisons partie d'une chaîne, quoi, et que moi, en tout cas, en tant qu'élu, vraiment auprès de mes collègues, je le porte, c'est de dire, voilà, le sujet nous dépasse à l'échelle du mandat, forcément, mais à l'échelle de nos temps de vie à nous aussi, hein, c'est quelque chose qui est en cours, qui va nous dépasser, donc, et par contre, il faut que nous décidions dès maintenant, quoi. Et donc, ce rapport, en effet, au temps, aux enjeux, il me semble vraiment important, dans les décisions que nous devons prendre en s'appuyant sur les projections scientifiques qui sont, elles, incertaines. Et justement, il faut qu'on clarifie les notions de certitude, d'incertitude. Et peut-être, par contre, aussi, ce sera l'objet du prochain samedi, qu'on clarifie aussi les certitudes qu'on a. Parce que les certitudes, nous en avons quand même, et elles sont bien là. Et ça renvoie aussi sur un autre élément que vous avez évoqué, c'est l'expérience. L'expérience des uns et des autres dans ce qu'on a pu vivre ici, localement, professionnellement, individuellement, et des témoignages, et la confrontation aussi avec les incertitudes scientifiques, avec les observations des uns et des autres. Et ça a été aussi dit dans nos travaux depuis le début dans le projet partenariat d'aménagement à l'échelle de l'agglomération sur l'évolution du trait de côte, par exemple, c'est de se dire, mais il faut absolument que les scientifiques qui travaillent en ce moment sur la cartographie, sur l'évolution du trait de côte, viennent rencontrer les gens qui vivent sur le territoire, à ce qu'ils observent, et voir comment tout ça se colle ou pas, et les chemins qu'il peut y avoir aussi en commun, parce qu'au-delà de crédibiliser aussi la démarche collectivement, mais c'est aussi de pouvoir répondre justement aux incertitudes pour se positionner face aux risques de demain, et ça nous a semblé important. Bon, je citerai deux autres éléments qui pour illustrer ça, la question de la météo, ça a été évoqué, c'est marrant, j'étais il y a 15 jours dans les Cévennes, je discutais avec un ami qui venait d'échanger avec un météorologue de la station du Mont-Égual, et qui le challengeait un peu en disant, mais comment ça se fait que vous Météo France, avec tout justement le matériel maintenant technologique que vous avez, vous arrivez à anticiper, vous nous annoncez des choses, et puis finalement, au dernier moment, il ne se passe pas ce que vous avez annoncé. Et le météorologue lui a dit, écoutez, oui, on a avancé technologiquement, c'est très clair. Sauf que on a enlevé les humains pour observer aussi en temps réel ce qui se passait et vérifier les projections que les machines nous tournaient. Et en fait,
ces technologies, les avancées qu'on a, ça ne peut pas remplacer aussi l'observation et les échanges. Et ça me semble aussi important. Et la capacité qu'on a à mesurer aussi les projections qu'on a eues. Et c'est lié pour moi aussi à la confiance. Hein. Et ça a été dit aussi, ce besoin d'évaluer dans le temps. Et d'ailleurs, nous, si je reviens sur le trait de côte par exemple, la loi climat et résilience prévoit chaque 9 ans de mesurer en effet l'avancée des projections qui ont été effectuées. Et ça va être aussi, je pense, important dans la démarche globale qu'on va engager. Et enfin, le dernier point que je m'étais noté, dont je voulais témoigner, c'était revenir forcément à la place de l'élu. Parce qu'il se joue dans cette séquence, enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vis en tant qu'élu pour ce territoire. Enfin, moi, je suis personne d'autre qu'un habitant. J'ai mon parcours perso, je me suis retrouvé engagé pour essayer de servir aussi le territoire, mais il me semble que l'élu s'est fait enfermer, en tout cas l'évolution des mandats d'élus, on a oublié un peu le sens à la base et on veut en faire des spécialistes. Et moi, ça m'interroge aussi sur la relation qu'on a finalement avec l'autorité, avec les représentants, et c'est pour ça que ça a été évoqué, je crois par Séverine tout à l'heure, quand dans les films, il y a eu le témoignage d'une personne qui disait mais finalement, la bonne décision pas celle que nous prendrons collectivement, mais je crois que ça renvoie aussi à ce que on ressente au servir un élu. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de certitude, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des personnes à qui vous avez fait confiance, et nous sommes tous ensemble. Et donc, notre rôle, c'est de jouer la pouvoir de transposition entre justement les scientifiques, les habitants, et de pouvoir favoriser la prise de décision collective. Et ces notions-là, elles sont, il me semble, aussi très importantes, et dans le rapport justement à la confiance, à travers les doutes, je crois qu'on a un chemin à faire aussi vers ça. Alors voilà, je voulais vous partager les quelques réflexions et questions que vous me posez en écoutant, donc vous écoutant. Et en tout cas, moi, je veux témoigner de quelque chose que j'ai déjà dit dans un autre contexte, mais ce que j'ai vécu ce matin, c'était vraiment... Enfin, c'était chouette. Voilà. Moi, j'appelle ça les petits orgasmes de vie, en fait. Vous savez, quand on a le petit ventre là qui gargouille, on se dit tiens, il se passe des choses, c'est intéressant. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais moi, le fait qu'on puisse se retrouver à échanger, à se dire des choses, à s'entendre, s'écouter, et puis trouver je trouve ça chouette, quoi. Et c'est vraiment aussi ça qu'il faut qu'on arrive à créer à travers les rencontres que nous propose là sur les samedis pour demain. Et en tout cas, merci à Séverine, au CPIE, à vous Guillaume d'être venu, de vous avoir accordé du temps. C'est qu'un premier rendez-vous, j'en suis sûr. On se reverra rapidement et puis peut-être qu'on peut, parce que je crois que vous avez un train à prendre. Oui, je crois en retard. Justement, on a temporalité. Et donc du coup, on va vous laisser vous échapper, mais peut-être qu'on peut prendre aussi 5 minutes les uns et les autres pour finir aussi les échanges, les discussions, et voir comment tout ça va évoluer. Bon, merci en tout cas.